Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale ce mercredi, l'inauguration d'un grand magasin de bricolage à Brest et nous étions avec les premiers clients ce matin. On parlera aussi de la restauration de l'ancienne base des sous-marins à Lorient et puis rencontre avec Alain Bocquet, ce député communiste du Nord lutte contre l'évasion fiscale. Dans cette édition, on va aussi revenir sur l'histoire du naufrage de la Jonque près de Ouessant avec Pascal Baudéré. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Et qu'apprenons-nous de nouveau aujourd'hui sur ce naufrage? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre? Eh bien, un témoignage inédit d'un ancien sous-marinier relance l'hypothèse d'un choc, d'une collision entre la Jonque et un sous-marin. Vous nous en dites plus dans un instant. Pascal, bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 5 mars 2017. Et on ouvre cette édition avec cette inauguration. L'une des plus grosses enseignes de bricolage de France a ouvert ce mercredi matin un nouveau magasin à Brest. C'est le 8e de Bretagne. Clients et employés étaient fin prêts. L'économie du bricolage est florissante en Bretagne, comme nous l'explique Frédéric Lorenzo. Les clients étaient nombreux avant même l'ouverture des portes du nouveau magasin ce mercredi matin à Brest. Certains poussés par la curiosité, d'autres par des raisons plus personnelles. Notre fille travaille, qui commence chez Leroy Merlin. C'est vrai qu'on allait sur Quimper ou Nantes, donc c'est vrai que c'est plus pratique sur Brest. Voir par rapport aux autres qu'il y a dans la région, la différence de prix. L'équipe du magasin a accueilli les premiers clients avec les honneurs. Un moment d'émotion pour ces 130 salariés qui travaillent depuis plusieurs mois à l'ouverture de ce nouveau point de vente de l'enseigne leader du bricolage. J'ai déjà fait l'ouverture de Quimper et c'est vrai que c'est un moment joyeux à partager, c'est sympa. On est super heureux et c'est un grand bébé pour nous. C'est parti. Ouais, c'est une concrétisation d'un travail long, mais bien, intense. Mais bien. Ouais. On est fiers. Moins de 10 minutes après l'ouverture, les premiers clients passent en caisse sous la hola des salariés. Le marché du bricolage a connu un sérieux coup de frein ces dernières années avec moins d'1% de croissance. Mais le directeur du tout nouveau magasin reste confiant. Maintenant, c'est un marché qui continue à se développer parce que l'offre continue à créer la demande. On sait qu'il y a des produits qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui existent maintenant. Et donc tout ça fait que c'est un marché qui reste extrêmement dynamique. L'important, c'est vraiment de coller aux spécificités des habitats. Et moi, je suis très rassuré sur l'avenir du magasin. Et le bricolage, c'est le premier poste de dépense des Français. Les clients sont donc vigilants sur les prix. Les prix sont intéressants, donc c'est plutôt bien, quoi. Là, ça fait 3 ans qu'on a acheté la maison. On a déjà dépensé une enveloppe entre 13 et 14 000 euros dans le budget travaux, quoi. Désormais, 2 enseignes principales se partagent le marché brestois et nord-finistérien. Avec un marché national de 25 milliards d'euros chaque année, le gâteau laisse des parts plutôt généreuses. Et on reste dans les chantiers. Une toute autre vie s'installe en ce moment dans l'ancienne base des sous-marins à Lorient. Des travaux d'envergure ont débuté depuis déjà quelques mois. Le bloc K2 va notamment se transformer en salle de spectacle et en studio de musique actuelle. Visite guidée du chantier avec Xavier Patrijon. Voici la future entrée des MAPL à Lorient. L'association de musique actuelle de la ville déménagera ici, dans ce bloc K2 de l'ancienne base des sous-marins. 2 futures salles de concert, les studios, les bureaux, mais pour le moment, ce sont les ouvriers et la poussière qui occupent les lieux, car avant d'investir le bloc, il faut déjà le réhabiliter. Là, actuellement, nous avons 2 chantiers en cours, la réhabilitation des façades qui a démarré à l'automne dernier et qui va se terminer à l'automne prochain. Et nous commencerons probablement à l'été la construction de la salle de prédiffusion. Parmi les gros chantiers, celui de l'étanchéité du toit. Une surtoiture est prévue sur ce bâtiment de près de 2 hectares. C'est un bâtiment qui, au bout de ses 70 ans, est largement plus étanche. Et c'est tout l'intérêt du projet, c'est de pérenniser le patrimoine. Un patrimoine qui, depuis 15 ans, est remis en valeur par différentes activités économiques, culturelles et de loisirs. Alors dans ce blocos, on y retrouve cette mixité. Le musée du sous-marin, le port à sec, la salle des musiques actuelles et puis la société Plastimo. Le tout devrait être surmonté de panneaux solaires. Le dossier a été déposé à la commission de régulation de l'énergie au plan national. Sera-t-il retenu? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va faire une ferme solaire de 20 000 m². Forcément, tout cela a un coût, 5,9 millions d'euros pour le réaménagement des 3 blocos étalés sur 10 ans, dont 1,2 million sur le bloc K2.
L'opposition de Lorient Agglo conteste d'ailleurs cet investissement pharaonique selon leurs termes. Quoi qu'il en soit, ce nouvel espace devrait ouvrir en 2018. Son futur nom est d'ailleurs soumis au concours de la population. Le 14 mai 1987, le chalutier concarnois La Jonque coulait au large d'Ouessant. Bilan 5 morts. 30 ans plus tard, de nouveaux éléments font surface avec le témoignage d'un ancien sous-marinier. Explication avec Pascal Baudéré. Alors Pascal, que nous dit cet ancien sous-marinier sur ce drame ? Eh bien finalement, il remet en cause la Marine nationale dans ce dossier. Il nous explique qu'à l'époque, il était lui-même embarqué à bord du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Tonnant. Et il nous dit que ce sous-marin était en exercice le jour du naufrage de la Jonque sur la zone du naufrage. En tous les cas, il dit qu'il y a en plus un incident qui s'est passé, qui a nécessité que le sous-marin fasse surface. Et c'est là qu'il a pu voir, avec d'autres membres d'équipage, qu'il y avait un trou béant dans le massif. Et les officiers ont expliqué qu'il s'agissait d'un choc avec un banc de cétacés, mais notre sous-marinier n'y croit pas et pense qu'il y a un lien étroit entre le naufrage de la Jonque et cet incident à bord du SNLE Le Tonnant. Alors dès le début, il y a eu des zones d'ombre de toute façon dans ce dossier. Oui, 2 jours après le naufrage, il y a des observateurs dans un avion qui disent repérer 2 hommes à bord d'un canot de survie. Un autre avion arrive juste après et confirme cette information. Mais stupeur, le soir, les autorités militaires informent le public qu'il y aurait eu là une hallucination collective. Deuxième élément troublant, une vidéo qui a été filmée de l'épave sous l'eau pour les besoins de l'enquête est accidentellement effacée. C'en est trop pour les familles des victimes qui alors crient au complot et au scandale d'État. Est-ce que le témoignage de ce sous-marinier peut changer quelque chose dans cette histoire ? Oh, il y a peu de chance quand même, il faut être tout à fait honnête, puisque l'épave de la Jonque a été détruite en 1996 et l'an prochain, c'est le sous-marin nucléaire lanceur d'engins le Tonnant qui sera déconstruit par DCNS à Cherbourg. Autant dire que le mystère du naufrage de la Jonque restera encore un long moment imperceptible et absolument pas possible à découvrir. Merci beaucoup Pascal en tout cas pour ces informations. On retrouve évidemment votre article dans le Télégramme de ce jour. Merci beaucoup Pascal. On revient maintenant sur la mort d'un jogger en septembre dernier à Illion. Pour certains, cette mort était due aux algues vertes, mais faute de certitude, le procureur de Saint-Brieuc a classé l'affaire sans suite ce lundi. Pour l'association Halte aux marées vertes, l'affaire n'est pourtant pas terminée. André Olivreau, le président de l'association, regrette que des tests sanguins n'aient pas été faits plus tôt sur le défunt. On l'écoute. L'agence régionale de santé ici n'a pas fait son boulot pour prévenir les autorités qu'il fallait absolument faire cette prise de sang qui aurait témoigné qu'effectivement il a bien respiré de l'H2S. Puisque les analyses qui ont été faites dans la vase ensuite, dans le cadre de la reconstitution du drame, ont bien prouvé que c'était, comme a dit le procureur, un champ de mine. Mais maintenant on va porter plainte concrètement pour mise en danger de la vie d'autrui et se porter civil en tant qu'association, puisque nous, avec notre avocat, ce qu'on veut maintenant, c'est aller vers un procès des marées vertes contre l'État au pôle santé de Paris. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de LuxLeaks, SwixLeaks ou encore des Panama Papers, des scandales liés à l'évasion fiscale. Ce mercredi à Quimper, Alain et Éric Bocquet, députés et sénateurs communistes du Nord, venaient dédicacer leur dernier ouvrage sur ce sujet. Camille Pochet a interviewé Alain Bocquet. Il nous en dit plus sur ce que représente cette évasion. On a beaucoup été envahis par le problème dit des affaires. Mais la plus grosse affaire, c'est quand même l'évasion fiscale. Là, il y a l'argent pour régler les problèmes du monde, des besoins du monde, pour régler les problèmes d'équipement, de santé, de scolaire et autres. Et ça, on n'en parle pas. L'évasion fiscale, c'est un manque à gagner pour le budget de l'État de l'ordre de 80 milliards d'euros, pour le budget de l'Union européenne de 1000 milliards d'euros. On combat une chose monstrueuse avec des pistolets à eau. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Il faut donc une solution plus globale, mondiale. Nous avons fait la suggestion dans ce livre de réaliser une COP mondiale de la finance et de la fiscalité. Cette idée a été retenue d'ailleurs par l'Assemblée nationale. Je l'ai proposée à l'Assemblée nationale, elle a été retenue et votée le 2 février dernier. Elle a été retenue aussi par le Conseil économique et social et environnemental. C'est dire qu'elle a un point d'appui pour se battre pour que
la maîtrise de la finance ne soit pas dans les mains de ceux qui possèdent, mais dans les mains des citoyens. L'emblématique prison de Guingamp va enfin être rénovée. Depuis plus de 30 ans, elle appartient à la mairie et est aujourd'hui peu accessible au grand public. La restauration pourrait coûter cher. Alors pour faire revivre cet endroit et entamer la restauration, un appel aux dons a été lancé. Mathilde Kemener. C'est un monument historique en plein centre-ville, l'ancienne prison de Guingamp. Construite en 1841, elle a été en activité pendant environ un siècle. Avec un confort exceptionnel pour l'époque, ici on a testé les nouvelles idées. Alors c'est l'enfermement individuel qui était tout nouveau. En permanence, on voulait le bien du prisonnier de manière à ce qu'il puisse s'amender. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas qu'il ressorte pire qu'avant d'y rentrer. Par exemple, on aura l'arrivée de l'électricité, on aura le téléphone, on aura l'arrivée de l'adduction d'eau courante un petit peu plus tard. Donc on va suivre l'évolution de la société en permanence. Un édifice unique en son genre en Europe selon ce passionné, mais il est resté assez inaccessible pour le grand public. La mairie, propriétaire depuis une trentaine d'années, entreprend aujourd'hui sa restauration. Coût de l'opération plus de 2 millions d'euros, alors elle lance un appel aux dons. On pourrait se dire on ne va pas chercher et puis on se débrouille en endettant la collectivité encore plus. Ça serait pas comment dire, pragmatique, ça ne serait pas réaliste. Et je crois que c'est important également de dire aujourd'hui aux concitoyens, le patrimoine nous appartient à tous. C'est effectivement une collectivité qui le restaure, mais c'est notre patrimoine collectif. L'appel aux dons se terminera dans 2 ans quand la restauration aura pris fin. À terme, les lieux devraient accueillir un centre d'art visuel, mais ce projet demande encore un autre budget conséquent. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes. On y retrouve Latifa Ibn Ziatem à Quimper, mais aussi Quant.bzh, un yacht de luxe à Brest. C'est tout de suite et c'est préparé par Benjamin Bréant. Rencontre d'exception mardi matin pour 280 élèves de première du LICES de Quimper. Latifa Ibn Ziaten, mère d'Imad, victime du terroriste Mohamed Merah, était venue les exhorter à la paix et à la tolérance. Un message pas inutile en ces temps troublés et que les lycéens ont reçu 5 sur 5. Quant, le moteur de recherche alternatif et garanti sans trahison de votre vie privée, au breton. Quant.bzh s'est lancé ce mercredi soir à Saint-Malo. Il s'agit de la première version régionale du concurrent de Google. Et rassurez-vous, il permet lui aussi de trouver tbo.bzh. Et puis on termine avec la visite à Brest du Lady M, modeste coque de noix de 64 mètres de long et plus de 50 millions de dollars. On ignore la raison de sa visite, peut-être que son propriétaire, l'oligarque Alexei Mordachov, première fortune de Russie, avait décidé de faire la tournée des bars du port de commerce. Allez savoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée.